Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. On ne va pas bouder notre plaisir. En décembre, nous avons profité du concours hippique international de Genève pour solliciter une nouvelle fois Éric Navet et l'inviter à notre micro. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode initial enregistré avec Éric en 2022 à Wellington, alors je ne peux que vous encourager à le découvrir de ce pas, tant cette discussion fut dense, riche et passionnante, à l'image de notre interlocuteur. Depuis 2022, Éric a poursuivi son chemin aux côtés du cavalier américain Carl Cook avec une ambition, et non la moindre, accompagner Carl vers une qualification olympique. L'histoire, vous la connaissez, Carl Cook et Caracol de la Roque ont intégré l'équipe américaine à Paris. 12 années de collaboration commune et un objectif atteint plus tard, nous avons interrogé Éric Navet sur son rôle, sur le fonctionnement de ce duo avec Carl, sur le travail de Caracol et bien sûr, sur l'avenir. Comme toujours, cet échange avec Éric Navet a tenu ses promesses et Éric nous a livré avec précision et justesse le récit de cette aventure olympique. Bonjour Éric Navet. Bonjour. On est plus que ravis de vous avoir à notre micro. C'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous voir ici en France, en Europe, avec nous. Merci, tout le plaisir est pour moi. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, en janvier 2022, on vous interviewait pour la première fois au micro de Aymen Ekestrian. Là, on va profiter d'un court temps avec vous pour faire un peu d'actualité, savoir ce qui s'est passé ces 2 dernières années, comment se sont déroulés Paris pour vous, et puis parler de l'avenir et des changements. Mais d'abord, avant de commencer, Éric, je voudrais juste vous poser une question et savoir comment est-ce que vous allez. Mais écoutez, je vais très bien. Je vous remercie pour la question. Beaucoup de choses se sont passées dans ces 2 années, tout au long de ces 2 années, mais voilà, je suis là pour en discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Éric, depuis quelle année vous évoluez aux côtés de Carl Cook et vous accompagnez, vous entraînez Carl Cook ? Alors avec Carl, ça a commencé de la façon suivante. On a commencé en 2012, durant l'été 2012, où Carl Cook est venu chez moi en stage avec 3 chevaux. On a commencé là, on n'a fait que de l'entraînement, on n'a fait aucun concours. Carl est resté 2 mois, on a fait vraiment que de l'entraînement. Il y avait beaucoup de choses à travailler. Et on a considéré, j'ai considéré, mais il était d'accord avec moi, que c'était plus important de reprendre tout à zéro, travailler toutes les bases, que de faire du concours en l'état. Donc, on a bossé exclusivement à la maison. Et puis, à la suite de ça, Carl est rentré et a disputé quelques concours à la fin de la saison 2012, quelques concours indoor en Californie, où il a souhaité que je me déplace pour venir l'aider. Puis, ça a commencé comme ça. Après, j'ai continué à faire des allers-retours jusqu'au moment où c'était plus vraiment gérable pour moi de mener de front ma carrière en tant que cavalier, parce qu'à l'époque j'étais encore en pleine activité, en compétition, et puis aller en Californie, c'est quand même très très loin pour aller aider Carl entre les 2 concours. Donc je faisais les 2 choses, mais bon, ça ne pouvait pas durer. Donc il y a un moment où il a fallu prendre une décision, et on a décidé avec mon épouse et mes filles de faire le grand pas, tout en gardant l'activité en Normandie. Mais sur le plan familial, c'est là qu'on a décidé de déménager pour la Californie. 12 ans donc que vous accompagnez Carl Cook et vous avez eu le point d'honneur de ces projets sportifs, la consécration avec la qualification de Carl dans l'équipe américaine. On vous a, nous, beaucoup suivi au jeu, vous ne nous avez pas vus, mais nous, on vous a beaucoup regardé.
J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu comment se sont passés ces jeux. Il y a eu, j'imagine, beaucoup d'émotions différentes tout au long du week-end. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est vrai que ça a été un petit peu un roller coaster. Donc, c'est pas forcément été facile à gérer pour Karl, pour le Cavalier, mais moi j'étais là dans ma fonction d'entraîneur non seulement technique, mais aussi pour le préparer mentalement. Et ça s'est bien passé, je crois, grâce à ça, au fait qu'on se connaît tellement depuis autant d'années qu'on sait comment se parler, on sait faire passer des messages. Et j'ai quelques anecdotes qui sont assez amusantes, parce que pour parler d'avant les jeux, en amont, j'ai souhaité que Karl se déplace avec ses chevaux chez moi pendant 3 mois avant les jeux, de sorte de mettre Karl un petit peu dans le bain des compétitions européennes et de se sentir un petit peu plus dans un environnement un peu plus familier lorsqu'il allait être au jeu, mais on ne savait pas encore s'il allait être qualifié à cette époque-là. C'est assez amusant parce que donc cette anecdote, c'est que moi j'habite dans une petite ville dans l'Eure qui s'appelle Vernon et la flamme olympique est passée à Vernon. Donc évidemment j'ai dit à Karl et à ses grooms et son manager, toute son équipe, j'aurais dit écoutez on va aller à Vernon voir passer la flamme quand même. On est allé à Vernon et bon il y avait une foule immense, c'était vraiment un grand succès. Et on était dans la foule, mais bien placés sur le bord de la route pour voir arriver la flamme. Et quand on a vu arriver la flamme, de loin, le téléphone de Karl a sonné. Il se trouve que c'était le chef d'équipe américain, Robert Ridland, qui appelait Karl pour lui dire qu'il était retenu dans l'équipe. Et c'est drôle, comme c'est magique. Coïncidence, mais... Et alors donc, quand Karl nous l'a appris, il avait pas l'air... Il était content, mais pas si content. En fait, pourquoi ? Parce que il allait être le remplaçant de l'équipe. Et donc, il était un petit peu déçu, parce qu'avec les résultats récents, après avoir gagné le Grand Prix de Rome, être second du Grand Prix de La Baule, et en attendant la sélection, il s'attendait peut-être à avoir une petite chance d'être dans l'équipe en tant que titulaire et non pas en tant que remplaçant. Et c'est là que je lui ai dit, Karl, pour moi, tu n'es pas remplaçant, pour moi, tu es titulaire. Et tu dois rester dans ta tête titulaire jusqu'au bout. Parce que ça arrive quand même. Les statistiques ont montré que 32% des remplaçants sont allés à la piste dans les Jeux Olympiques, dans les derniers Jeux Olympiques. Et c'est là que je lui ai dit qu'il fallait qu'il se considère comme titulaire et non comme remplaçant. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. Alors non, j'aimerais quand même qu'on poursuive d'abord et puis que vous nous racontiez les Jeux de Paris. Parce que c'était la question initiale de leur live. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu faire en sorte que Karl soit absolument prêt à aller à la piste aux Jeux Olympiques. Donc on a continué de faire du concours. Moi, le but, lorsque j'ai proposé à Karl de venir chez moi avec ses chevaux et son staff, c'était de faire un maximum de concours avant les Jeux pour qu'il soit vraiment à 100% dans la compétition et aussi faire des concours avec ou contre des cavaliers contre lesquels il n'y avait pas l'habitude de concourir et de sorte qu'ils se sentent plus à l'aise. Et donc on a fait 7 concours avant les Jeux, de un petit peu tout niveau parce qu'en fait il est venu avec 7 chevaux, de sorte de pouvoir non seulement faire du haut niveau, mais aussi entre les concours de haut niveau, faire des concours un petit peu plus locaux, faire du 2-3 étoiles. Et on a fait beaucoup de très jolis concours. Karl était ravi. Donc, quand on est arrivé au jeu, il était vraiment dans la compète, quoi. Après coup, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est que la jument de Kent a eu des problèmes d'allergie. Et Karl est entré il a appris sa sélection à l'intérieur de l'équipe c'était un matin, on était au paddock et Karl était en train de monter la jument. Et c'est là que Robert Ridland nous a appris que Karl était titulaire. Et là, moi, j'ai dit à Robert, il n'y a pas de problème parce que Karl, dans sa tête, il est titulaire depuis le début. Et ce que j'ai confirmé aussi à Karl, j'ai dit, tu te souviens, Karl, qu'on savait que tu étais titulaire depuis le début. Et donc, ça n'a pas été une si grande surprise. Et pour te
raison que j'ignore, mais pour moi, mentalement, je ne sais pas, j'y ai toujours cru. J'ai toujours cru qu'il allait aller à la piste. À partir du moment où on avait la sélection, je me suis dit, c'est pas possible, il va y aller. Il va y aller, puis il a toutes ses chances avec cette jument-là, qui est un des quelques meilleurs chevaux du monde. Donc, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc voilà, puis après c'est passé ce qui s'est passé. On a fait une très très belle prestation par équipe, car il a vraiment tenu la pression pour l'équipe. Et pour moi, après l'individuel, c'était la cerise sur le gâteau. Après, elle tombe à côté ou elle tombe dessus. C'était pas si grave pour moi. Pour moi, je voulais prouver que Carl et Caracol avaient leur place dans l'équipe et qu'ils allaient contribuer à une médaille. Ça, pour moi, c'était le plus important. Donc, on a rempli notre mission. Il y avait beaucoup de pression, mais c'était vraiment chouette, quoi. C'était vraiment sympa. Et puis après, voilà, ce qui s'est passé en individuel, Carl, il s'en veut, il s'en voudra toute sa vie parce que c'était vraiment... J'espère qu'elle se reproduira, cette chance, mais... C'était la première chance de sa vie de faire une médaille individuelle. Et qui sait, peut-être champion olympique. Donc, il a fait une erreur, mais il a eu du mal à s'en remettre quand même. Mais on l'a aidé. Ça, c'est l'histoire de Carl, à laquelle vous avez énormément contribué, bien sûr. Mais vous, Eric, comment est-ce que vous avez vécu d'être aux Jeux Olympiques de Paris en accompagnant un cavalier sous les couleurs américaines? Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là de voir aussi... votre pays accueillir d'une si belle manière, il faut le dire, ces Jeux Olympiques? Déjà, je trouve, j'ai pensé comme tout le monde, du reste, ça a fait absolument l'unanimité, la réussite de ces Jeux Olympiques à Versailles, ça a vraiment fait l'unanimité. Je veux dire, il n'y a pas une personne qui a trouvé ça moyen ou quelconque ou raté. Ou non, c'était vraiment formidable, à tout point de vue, c'est-à-dire sur la scène, mais aussi en coulisses. Tout a été fait pour le confort optimal des chevaux. Moi, j'ai jamais vu des Jeux Olympiques, parce que c'était mes 5e. J'en ai fait 3 en tant que cavalier, puis c'était mes 2e en tant que coach. Mais j'ai jamais vu des Jeux Olympiques avec possibilité pour les chevaux de se balader sur les pistes en forêt. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. On n'était pas parqués comme en général sur beaucoup de concours FEI, du reste où on n'a pas le choix, mais les chevaux sont parqués. C'est les box, le paddock, la piste, le paddock, les box, point, final, ça s'arrête là. Là, à Versailles, c'était extraordinaire. On avait une piste qui était réservée pour aller balader les chevaux, les trotter, même les galoper. Il y avait des stewards évidemment qui étaient là pour contrôler. Les box étaient immenses, les écuries étaient climatisées. Enfin, c'était à tout point de vue, c'était extraordinaire. On vous a bien observé, notamment le jour de la warm-up, quand le portail s'est ouvert et que pour la première fois des cavaliers, d'ailleurs une foule de cavaliers, puisque tous les cavaliers remplaçants, titulaires, individuels, équipes étaient présents. Et vous avez quand même passé beaucoup de temps avec les cavaliers français, malgré tout. Vous étiez le plus français des Américains pendant Paris. Bon, écoutez, moi je suis quand même français, je reste français, même si j'étais en concurrence personnellement avec l'équipe de France. Bien sûr. Mais bon, évidemment, je veux dire, moi j'ai fait quand même beaucoup d'années à très haut niveau et j'ai participé à des grands championnats avec l'équipe de France, donc c'est sûr que pour moi, et moi ça me faisait plaisir d'être là aussi avec eux. Vous mentionniez tout à l'heure que vous avez énormément, bien sûr, accompagné Carl sur la partie technique, mais aussi sur la partie mentale. J'étais en fait dans le passage entre le paddock et l'entrée en piste quand vous êtes rentré dans la... Je pense que c'était la première qualif individuelle. Je pense que c'est celle-ci. Où il a fait faute? Ou non, c'est la finale. C'était la finale. Et Carl vous disait, cette ligne-là, je sais pas, j'arrive pas, je sais pas me décider là, entre les deux distances. Et vous lui avez répondu, écoute Carl, de toute façon, quand on a marché la piste, on a bien vu que les deux options pouvaient fonctionner. Donc tu peux y aller serein, parce que quoi qu'il arrive, ça marchera. C'était vraiment votre rôle à ce moment-là de lui redonner toute la confiance qu'il semblait être un peu en train de perdre sur le moment. Oui, parce que c'est le pire moment où quelque chose comme ça peut arriver. C'est-à-dire, avant d'entrer en piste, avoir un doute sur un point technique aux Jeux Olympiques. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Donc, moi, je passe toujours énormément de temps à la reconnaissance. C'est là que j'apprends ma leçon.
Je trouve que quand on a bien appris la leçon, ben si on a bien appris ces leçons, quand vient l'examen, on maîtrise, on a moins de stress. Si on sait qu'on n'a pas très bien appris ou qu'on a des lacunes et que l'examen approche et que l'examen arrive, ben on est moins bon déjà parce qu'on a certains doutes. Ça doit être facile l'examen. Si on a bien travaillé en amont, l'examen, ça doit être beaucoup plus facile que tout le temps qu'on a passé à étudier. Donc en fait, j'essaie de faire en sorte que tous les scénarios soient envisagés. C'est-à-dire que parfois, on a un petit peu de mal à prendre une décision sur un point technique. Et après, il faut savoir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Ce qui ne peut pas marcher, c'est de ne pas avoir prévu un scénario. Mais maintenant, il n'y a pas forcément un seul scénario. C'est-à-dire que parfois, il faut prendre la décision en fonction de la situation. La situation, ce n'est pas forcément la situation numéro 1 qu'on avait prévue. Parce que, voilà, avec les chevaux, il peut y avoir différence de trajectoire sur certaines courbes, différence de trajectoire sur certains obstacles, différence de point de réception, différence de mouvement en avant à la réception. C'est-à-dire que vous pouvez vous réceptionner au même endroit que les autres, mais plus en avant ou moins en avant. Et les premières foulées de réception sont déterminantes sur le choix à venir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan A, un plan B, voire un plan C. Mais en général, c'est plan A, plan B. On sait que les deux plans peuvent fonctionner. Mais si on applique le plan A quand le plan B aurait été le bon, c'est là qu'on fait une erreur, ou vice-versa. Donc c'est la raison pour laquelle parfois, il faut se dire, voilà, je sais quoi faire dans telle situation. Donc j'ai un plan A pour cette situation, mais si c'est l'autre situation qui se présente, je vais appliquer le plan B. Et ça, c'est quand on est dans l'air qu'on le décide. Parce qu'une fois qu'on est au sol, c'est fini, c'est trop tard. Et donc, il faut avoir prévu tout ça. Donc pour moi, la reconnaissance, c'est très, très, très intense. Surtout quand je la fais, pas pour moi en tant que cavalier. Je prends les infos, je les mets là et je les garde pour moi. Mais quand je dois les communiquer aussi avec le cavalier que je coach et que tout soit super clair et limpide, et après appliquer le plan qui convient à la situation. J'aimerais, Eric, parler un peu de votre relation avec Carl, parce que quand on vous a interviewé en 2022, nous, on le connaissait de nom, mais on l'avait encore jamais vu. Vraiment, on n'avait pas du tout encore d'image de ce cavalier, etc. Et en fait, ce qui m'a frappé au fur et à mesure de ces 2 dernières années, c'est que Carl Cook ne fait pas du Eric Navet. Carl Cook est Carl Cook, et vous n'avez pas... Alors, bien sûr que vous avez une incidence sur sa carrière, sur la formation des chevaux, sur son équitation, etc. Mais Carl Cook ne monte pas comme Eric Navet. Mm-hmm. Carl Cook ne pense pas comme Eric Navet et n'a pas la même personnalité. Mm-hmm. Comment est-ce que vous fonctionnez tous les deux? Alors, j'ai 2 questions finalement. Comment fonctionne votre relation? Et par rapport à son équitation, est-ce que vous avez voulu... conserver la culture américaine, parce que Carl monte comme un Américain, en tout cas c'est mon point de vue, et pas lui inculquer la tradition française et puis votre monte et votre équitation à vous? Je vais commencer par la deuxième. Ok, très question. Bien. Moi, je pense que en tant qu'entraîneur, je ne veux pas imposer à un élève de monter comme moi. En général, souvent, il y a quand même un certain mimétisme. Quand un cavalier de haut niveau entraîne un cavalier, souvent, il y a un certain mimétisme. Et c'est vrai que là... c'est pour ça que je vous dis ça. C'est vrai que là, il n'y a aucun mimétisme dans l'équitation de Carl et dans la mienne. Carl en fait, je vais répondre aux 2 questions en même temps, parce qu'elles sont liées et je préfère les mélanger. Carl est quelqu'un qui est extrêmement brillant, extrêmement intelligent. Et il a une manière de fonctionner bien à lui. Et moi, j'ai mis un peu de temps au début, mais j'ai appris à comprendre comment il fonctionne. Et pour Carl, il n'est pas du tout question de copier. Il n'est pas du tout question d'appliquer quelque chose qu'il n'aurait pas forcément
compris ou quelque chose, ou une chose à laquelle il n'adhérerait pas à 100%. Il ne peut pas se fondre dans un modèle. Voilà, ça arrive aussi. Karl veut garder sa personnalité, ce que je respecte tout à fait. Donc sa personnalité en tant qu'homme, mais ça ne me regarde pas, mais en tant que cavalier également. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai entraînés dans le passé qui manifestement cherchaient à appliquer, en tout cas avoir une équitation qui se rapproche de la mienne. Karl, ça n'a jamais été son souhait. Et je respecte ça, tout à fait. Karl, il a beaucoup de personnalité et il veut rester Karl Cook. Et c'est très bien, et moi je le comprends très bien et je l'accepte énormément, évidemment. Donc Karl, je pense qu'il m'écoute beaucoup, il me pose beaucoup de questions, il considère que je lui ai apporté beaucoup, mais il veut rester Karl Cook en tant que cavalier, et c'est ce qu'il fait brillamment. Donc en fait, on a plus des relations d'échange que maître à élève. D'accord. C'est de plus en plus le cas, évidemment, après autant d'années. Mais déjà dès le début, c'était plus de relations comme ça. Et moi, j'ai jamais vraiment essayé de lui changer son équitation parce que il a toujours été extrêmement compétitif. Même si lui manquait les bases, etc., il était monté que par instinct. Mais il m'a pas attendu pour gagner des épreuves. Quand il était jeune cavalier, avant que j'arrive, il était déjà très performant. Mais lui, ce qu'il voulait, il était bien conscient qu'il lui manquait des bases, qu'il lui manquait technique un peu plus approfondie et ne pas monter que par instinct. C'était un peu brouillon, mais il gagnait énormément. Il a toujours été gagneur et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai voulu conserver chez lui. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu lui imposer d'être à une certaine place, de monter avec un certain style, etc., qui aurait pu être au détriment de la gagne qu'il a toujours eue. Et ça, je voulais vraiment conserver ça. Et donc, il a toujours continué de gagner des épreuves. Mais voilà, donc c'est plus moi qui me suis adapté à lui, à sa personnalité en tant qu'homme et en tant que cavalier. S'il y a autre chose qu'on peut dire, c'est que Karl n'est pas non plus Julien Epaillard. Et vous avez, lorsque vous avez choisi Caracol de la Roque, elle était donc sous la selle de Julien, elle avait énormément gagné. Mais c'est pas facile de passer derrière un Julien Epaillard parce que lui aussi a une personnalité très forte, un style très particulier, une façon d'amener le cheval au milieu de la compétition vraiment assez singulière aussi. Qu'est-ce que vous avez vu et surtout comment est-ce que vous avez projeté cette Caracol de la Roque montée par Julien Epaillard dans un nouveau format, dans un nouveau schéma avec Karl Cook? Comment vous avez fait cette transition? Bon alors c'était un vrai challenge. C'était un vrai challenge. C'est quand même pas mal. On a quand même pas mal cogité avant de prendre la décision. Bon, c'est sûr que derrière Julien et avec les résultats qu'il avait, il fallait oser. Moi, je pense que la grande qualité aussi de Karl, c'est qu'il n'a pas peur des challenges. Et il n'a pas peur des on-dit. Il n'a pas peur de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Il est au-dessus de ça. Et ça, c'est sa grande qualité. Grande qualité. Je pense que la façon de monter de Karl n'est pas si éloignée de celle de Julien. Dans l'esprit. C'est-à-dire que si Karl avait une monte plus germanique, il est bien évident que moi, j'aurais jamais marqué le pas. Mais l'équitation dans le mouvement, dans le galop, d'aller vers la barre et tout, Karl, il est capable de monter comme ça, même comme ça, qui monte le mieux. Donc, c'est quelque chose que j'ai cultivé avec lui. Et moi, dans ma tête, dans mon esprit, je me suis vraiment... J'ai toujours pensé que derrière Julien, avec Caracol, ça pouvait marcher. Ça pouvait marcher compte tenu de l'équitation de Karl et aussi de son mental, de la façon, de la manière positive dont il fait ses parcours, dont il est sur la piste. Enfin, moi, j'étais assez... j'ai toujours cru, quoi, voilà, même si c'était un énorme challenge. Parce que je me disais, bon... Elle fait 1m60 et elle gagne 1m60 avec Julien. Est-ce qu'on sera capable de gagner 1m60 avec Karl? C'est toujours un grand point d'interrogation.
Mais c'est quand même pas deux équitations qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Donc c'est ce qui nous a incité à marquer le pas. Pour rester sur le sujet de Caracol, juste avec une question supplémentaire, je crois savoir que vous avez passé pas mal de temps en selle, quand même, sur cette jument. Comment est-ce... Ça, c'est une fausse information. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais ? Non, j'ai très peu monté Caracol. Alors qu'on avait entendu que vous aviez beaucoup monté la jument, justement parce qu'elle était chez vous, etc. Non. J'ai très peu monté Caracol. J'ai très peu monté Caracol parce que tous les deux, on souhaitait que ce soit vraiment le couple qui se mette ensemble. Et bon, par contre, j'ai passé beaucoup de temps au milieu de la carrière, mais j'ai très peu monté Caracol. Juste quand Carl me l'a proposé 2 ou 3 fois pour me dire bon, je sens ceci, je sens cela. Est-ce que tu peux te mettre dessus pour me dire ce que tu penses? Et à ce moment-là, on a échangé. Mais c'est Carl qui l'a mise à sa main. Parce que la jument a beaucoup changé aussi. Hein. C'est pour ça. Il y a quand même quelques différences. C'est pour ça. Même si sur la piste, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Bon, même ils n'ont pas exactement le même style, bien sûr, mais dans l'esprit, il y a beaucoup de similitudes entre l'équitation de Julien et celle de Carl. Maintenant, dans le travail, dans l'entraînement, etc., il y a forcément des différences. Puis chacun... Nous, on a beaucoup vu Julien à la piste avec la jument, mais on ne l'a jamais vu à l'entraînement, comment il travaille la jument, etc. Et donc, nous, c'est pareil. On a mis au point un programme de travail sur le plat pour la jument, dont on a pensé tous les deux qu'on pouvait l'améliorer, en tout cas pour Carl, pour qu'elle aille à Carl de mieux en mieux. Et je crois qu'on a bien bossé là-dessus. Mais c'est Carl qui était sur le dos et moi à pied. C'est pour ça. Alors moi, je pensais qu'effectivement, vous l'aviez beaucoup monté parce que je l'avais entendu et je voulais vous demander ce que vous aviez recherché justement pour essayer de faire encore progresser la jument, en tout cas de l'amener dans le moule que vous vouliez obtenir. Mais... Alors, la faire progresser, ça aurait été un peu présomptueux parce qu'avec tout ce qu'elle a gagné avec Julien, ça aurait été difficile de dire nous, on va la faire progresser puis elle va gagner encore plus parce qu'elle ne pouvait pas gagner plus. Donc... Mais par contre, là, essayer de la travailler d'une manière qui corresponde à l'équitation de Carl et de sa progression qu'on a mise en place tous les deux. Et on a beaucoup travaillé cérébralement aussi tous les deux à se dire comment on pourrait faire en sorte que Carl se sente plus à l'aise sur la jument. Parce qu'en fait, le couple, il faut le faire, il faut le former. Et c'est vrai que ça va plus vite de former un couple avec certains chevaux qu'avec d'autres. Et aussi avec certains cavaliers qu'avec d'autres. Donc nous, notre souci, c'était évidemment pas d'améliorer la jument, puisqu'on ne voyait pas ça vraiment possible, mais par contre, de la mettre dans un système qui rende la tâche plus facile pour Carl, sur la piste. Donc ça, on a beaucoup brainstormé là-dessus pour améliorer ça, pour faire le couple. Voilà. Eric, on ne va pas trop user de votre temps et j'aimerais aussi qu'on parle un tout petit peu de l'avenir. Vous nous l'avez dit, on en a parlé, il y a eu beaucoup de changements. Vous êtes parti vivre complètement aux États-Unis pour ce projet-là. Vous avez vécu les Jeux de Paris qui étaient, j'imagine, sans doute un très grand objectif. On est maintenant à 3-4 mois des Jeux après. Comment vous voyez les choses à court terme déjà? La saison aux États-Unis reprend. Et puis à plus long terme, quelle est la suite pour vous et puis pour cette collaboration avec Carl? Alors, déjà, l'information qui est toute récente, c'est que j'ai re-signé avec la famille, avec Carl et sa famille pour 2 ans. Prochain objectif, ça va donc être les championnats du monde d'Aix-la-Chapelle. Donc moi, je vais continuer à fonctionner comme j'ai fonctionné depuis que nous sommes rentrés en France avec ma famille. Ça fait 1 an et demi maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je me déplace sur les concours pour aider Carl. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours aux États-Unis, beaucoup de voyages. Mais on avait envie, après 10 ans passés là-bas, qui ont été 10 années formidables à San Diego, de revenir à la maison et puis de continuer notre activité sur place, qu'on n'a jamais interrompu du reste. Et donc, je vais continuer à faire ce que j'ai fait depuis que je suis rentré, c'est-à-dire d'accompagner Carl sur les concours. Je pense que
On a travaillé pendant ces 10 années ensemble au quotidien. Et je pense que maintenant, ça peut très bien marcher. Et ça a très bien marché depuis que je suis rentré, de faire plus de coaching en concours. Est-ce qu'on vous reverra en piste et est-ce qu'on aura, alors pas sous 2 ans, mais un jour la chance de voir le nom d'Éric Navet quelque part au sein du staff fédéral français? Bon, alors ça, déjà, pour moi, ça a été la décision la plus difficile de ma vie, c'est de mettre entre parenthèses ma carrière de cavalier, parce que ça a toujours été, et c'est toujours ma grande passion. Et moi, j'ai toujours été beaucoup plus un cavalier qu'un entraîneur, donc ça a été vraiment un revirement. Mais bon, il faut accepter les années qui passent. Et puis, bon, je pense que ça a été une bonne reconversion. Maintenant, c'est vrai que moi, quand je suis sur ces concours-là, je suis comme les vieux chevaux qui ne vont pas à la piste. J'ai tendance à gratter du pied. Et c'est encore difficile, mais bon, petit à petit, je m'habitue à rester dans les tribunes plutôt qu'à cheval sur la piste. Ça, c'est difficile. Mais voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais bon, j'ai tellement de satisfaction avec Carl et ses chevaux et ses résultats que voilà, ça compense le reste. Maintenant, j'en suis pas au point d'avoir d'autres projets. Bon, là, en plus, je repars pour 2 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer au bout de 2 ans, si Carl sera dans l'équipe au championnat du monde ou pas. Mais bon, je garde quand même en tête que 2 ans plus tard, il y a les Jeux Olympiques à Los Angeles. À la maison. À la maison. Donc, ça ne serait pas impossible qu'il y ait 2 ans de plus. Bon, voilà, ça nous pousse loin, donc je n'ai pas d'autres projets en tête pour le moment. Ok. Merci beaucoup, Éric Navet. Je vous en prie, c'est un plaisir.